Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au rendez-vous de la lunaison, les énergies du mois de mars 2022, qui commence avec une nouvelle lune toute particulière puisqu'elle est conjointe à Jupiter dans le signe des Poissons. Ce sera le mercredi 2 mars. Et puis, après cette nouvelle lune, nous aurons une pleine lune en Vierge le vendredi 18 mars à 27 degrés du signe de la Vierge. Dans cette vidéo, on va parcourir les 4 phases lunaires de la nouvelle lune jusqu'au dernier quartier et vous parler un peu de ces énergies du mois de mars 2022. Mais avant cela, un petit mot sur notre page Tipeee. Notre page Tipeee qui nous permet de financer le podcast que nous vous proposons gratuitement sur YouTube et sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous avons 3 niveaux de contribution: initié, alchimiste et prêtresse, qui vous donnent accès à des contreparties exclusives. Je rédige un horoscope hebdomadaire destiné à tous, initiés ou non à l'astrologie. Sophia vous propose un dossier alchimique mensuel. Et puis, pour ceux qui veulent poser des questions individuelles, vous avez rendez-vous avec l'oracle que vous propose Caroline tous les mois. Si vous êtes intéressé, dans une logique de donner et de recevoir, n'hésitez pas, rendez-vous sur www.tipeee.com/alchimie du ciel. Et on sera très heureux de pouvoir bénéficier de votre soutien. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous aident depuis plusieurs mois. On va donc passer aux énergies de ce mois de mars, mais avant cela, peut-être un petit retour sur le mois de février. On tourne cette vidéo courant février moi, j'ai identifié 3 peut-être phénomènes importants dont on peut dire peut-être un petit mot. Il y a eu des énergies très, très plutoniennes. Mercure a rétrogradé au contact de Pluton, a fait 3 passages sur Pluton. Il vient de sortir du Capricorne pour revenir en Verseau. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment senti cette énergie des profondeurs, ce contact avec les profondeurs et des choses qui peuvent remonter à la surface. Un matériel, je pourrais dire, psychique, assez lourd qui peut remonter dans des rêves, dans des expériences de vie, ou tout simplement une certaine profondeur dans les échanges relationnels. Oui, moi je crois vraiment plus par les rêves. Alors peut-être aussi parce que tout ce bazar du Capricorne se passe chez moi dans ma maison 12. Donc je le sens plus à un niveau ou dans ce que j'observe autour que j'ai moins vu se manifester sous des formes d'événements directs dans ma vie, mais plus quelque chose qui est là. J'ai vu aussi la richesse onirique où j'ai de nombreux rêves que j'écris, où il y a beaucoup de symboles comme ça qui parlent. Surtout dans les rêves, hein, pour moi j'ai senti vraiment cette richesse onirique. Et après, je ne sais pas vous, je commence aussi à sentir le sextile de Jupiter-Uranus par des sortes d'inspirations soudaines ou à contempler des nouveaux possibles que je ne voyais pas avant, ou à imaginer. Enfin, je pense notamment dans certaines choses que j'aurais envie d'écrire ou des cours que j'aurais envie de proposer, me dire ah tiens, et si je mettais aussi des symboles, enfin quelque chose ces insights de ce Jupiter-Uranus qui semble envoyer un petit peu comme des flashs d'un nouveau possible que j'aurais pas, enfin qu'auparavant je ne voyais pas. Donc ça aussi c'est quelque chose que je trouve assez présent. Après je sais qu'il y aura qu'un point de contact, mais et l'aspect était exact le 18 février. On a fait d'ailleurs une vidéo sur cet aspect avec Sophia que vous pouvez retrouver, Jupiter sextile Uranus. C'est vrai, moi c'est dans ma maison 10 et je vois comme au niveau professionnel, tout d'un coup, tout se met en place. Tout est fluide, des choses qui se relient avec une fluidité, avec un certain flow de la vie. Ouais. Moi, j'ai plus ressenti Pluton et toutes ces énergies en Capricorne. C'est vrai que Jupiter et Uranus, peut-être Uranus un petit peu parce qu'il est en train de toucher un peu mon ascendant, mais Jupiter ne touche pas vraiment de planète en particulier dans mon thème. Donc, c'est vrai que j'étais plutôt dans les énergies de Pluton-Mercure ce mois de février, avec donc en Capricorne, la question de la mortalité aussi, se confronter à ça.
à la mortalité, au vieillissement. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le collectif, en tout cas ici en France, ce qui se passe par rapport aux EHPAD, le livre qui est sorti des Fossoyeurs. Je ne savais pas. Oui, donc oui, énergie très, très Pluton, Mercure en Capricorne, quoi. Oui. D'ailleurs, la dernière lunaison du mois de février avait commencé en conjonction avec Saturne. Oui. Donc ça marque encore plus ça. Je trouve que c'est vraiment une lunaison qui nous a invités à la verticalité, à la responsabilisation, à l'individuation aussi peut-être. Oui. Et puis le fait que Mercure n'est jamais encore totalement sorti de cet étau où il est entre Pluton et Saturne. Enfin, il est sorti un tout petit peu là par rapport à Pluton, mais tout de suite, il va pas aller plus loin. Et après, il va encore revenir donc en Verseau et donc rencontrer Saturne. Tant qu'il n'est pas sorti totalement de cette boucle là. Aussi, ouais. On sent toujours la pesanteur saturnienne du Capricorne, même si on sent un espoir. D'ailleurs, si on parle au niveau sanitaire, on voit bien à droite à gauche, on nous dit que les mesures vont s'ouvrir, mais pourtant, on sent quand même toujours une pesanteur, une certaine lourdeur. Et peut-être que justement, cette lunaison qui voit le passage des énergies Capricorne, saturniennes, aux énergies poissons est peut-être le moment de basculement, si l'on peut dire. C'est une nouvelle lune assez exceptionnelle qui nous attend parce qu'elle est en conjonction avec Jupiter. Elle se forme le mercredi 2 mars à 18h35 et elle est à 12 degrés 6 du signe des poissons. Oui, je pense qu'il y a quelque chose avec Jupiter, qui est le régent traditionnel aussi des poissons. Donc, il est dans son signe. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette lunaison, c'est qu'on a comme 2 octaves de couple, on pourrait dire, parce qu'on a la Lune et le Soleil qui se rejoignent, mais il y a aussi Mars et Vénus, que vous voyez ici en Capricorne, avec Pluton. Donc, ça va être intéressant parce que il pourrait y avoir à la fois cette... je ne sais pas si c'est la légèreté du poisson, parce que je ne sais pas si le poisson est léger ou que tout simplement on peut être happé par quelque chose, plus avec Jupiter, un nouveau rêve, un nouveau possible, quelque chose qui vient se dissoudre dans nos vies, quelque chose qui vient nous permettre peut-être d'envisager les choses différemment, ou comme tu disais aussi, une dissolution peut-être de certaines restrictions saturniennes. Mais Saturne reste quand même conjoint à Mercure. Mercure-Vénus sont quand même... Mars-Vénus avec Pluton. Donc, il y a quand même un fond, je ne sais pas comment vous le percevez, vous, où on est quand même encore obligé de faire un certain travail. On est quand même obligé d'aller voir quelque chose dans la réalité. On ne peut pas juste être happé dans le poisson et dire tout est possible, ça y est, je me laisse happer par mon imaginaire et je pars. Non, je ne sais pas comment vous le sentez. Moi, je sens qu'il y a vraiment ces deux, en fait, qui d'ailleurs, si ça marche bien ensemble, c'est vraiment comment un peu allier ce principe de réalité et travailler à partir de ce qui est, tout en imaginant un nouveau rêve. Hein, et peut-être un nouveau rêve pour le collectif, un nouveau modèle, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être dans le niveau individuel. À première vue, cette nouvelle lune, elle peut être très positive, apporter l'optimisme d'un Jupiter, la vision, le côté lumineux et le côté excessif, mais dans le bon sens du terme, le côté libératoire peut-être du 12e signe du zodiaque, qui a cette capacité-là, et en même temps, ça peut être aussi nébuleux, excessif et orienté vers le sacrifice. C'est ça aussi le signe des poissons. Et peut-être que justement, le fait que Mercure soit conjoint à Saturne, qui est comme le grand maléfique, et que les énergies restent très plutoniennes, il peut y avoir justement quelque chose de cet ordre-là, du sacrifice. Oui, cette nouvelle lune, en fait, cette lunaison, c'est la dernière, en fait, de la nouvelle année astrologique commencée en 2021, pardon. Et donc, ça veut dire que c'est la dernière lunaison avant la nouvelle année qui va commencer lorsque le Soleil va entrer dans le signe du Bélier.
Ouais, c'est quelque part, il y a ces sentiments aussi de être en train de clôturer un chapitre avec un cycle, un chapitre avec cette nouvelle lune poisson. On est aussi en train de sortir, en tout cas ici dans l'hémisphère nord, de la torpeur un peu de l'hiver. Et puis, on est déjà en train d'avoir cette nouvelle vision de quelque chose d'autre et de ce printemps à venir, mais qui n'est pas encore totalement là. Et c'est sûr que, oui, Jupiter en poisson avec Neptune, il y a quelque chose de l'ordre oui, les émotions coulent à flot aussi. Ils peuvent être parfois difficiles à définir. Il y a une grande hypersensibilité peut-être aussi, une hésitation, un flottement comme ça, et un sacrifice, comme tu dis, Thomas. Oui, en tout cas, je la vois à la fois. Il y a beaucoup de conjonctions aussi, hein, on avait vu tout à l'heure, qui sont en train d'avoir au même moment. Donc, ouais, c'est. En tout cas, je la vois bien comme quelque chose d'assez collectif, mais qui forcément vient toucher aussi l'individuel. Quelque part, et on le voit, hein, de toute façon, dans la roue du zodiaque, c'est Poisson, dernier signe de la roue. Ensuite, il y a le Bélier. Donc, on est comme ça, quelque part, en train de faire un bilan, peut-être aussi, de toute cette année, justement, qui est en train de s'écouler avec cette lunaison. Et puis, en même temps, en train de se dire qu'est-ce qui a pu changer pendant toute cette année et quelles sont ces nouvelles bases sur lesquelles il va falloir se définir. Et peut-être Jupiter peut aider dans ce sens, justement. Mais c'est vrai que Jupiter ici en poisson, dans cette énergie nuit, nocturne, ouais, ça me fait penser pourquoi cette idée de rêver encore et toujours imaginer. Mais peut-être la définition viendra plus avec la lunaison en Bélier après. En tout cas, ça active le sextile Jupiter-Uranus quand même, dont on a beaucoup parlé avec Sophia dans la précédente vidéo. Donc ça, c'est quand même important. Je trouve que ça active cette quête de nouvelles visions, cette quête de vision d'avenir. Ça me semble très important. Oui, et ce que je voulais rajouter, c'est on sent vraiment que on ne peut pas rêver sans alignement, avec Vesta, Vénus, Mars, Pluton qui viennent nous chercher vraiment dans notre intégrité profonde, dans nos valeurs, dans une justesse de l'action, dans comment on va utiliser justement peut-être la puissance qui nous est donnée ou le pouvoir qui nous est donné. Saturne, Mercure qu'on pourrait aussi lire au niveau de notre mental, c'est même si on va rêver et on va envisionner, pardon, j'invente un peu ce mot, avec Jupiter, au niveau de nos idées ou comment on va les communiquer, on est peut-être obligé de s'appuyer sur un nouvel ordre, sur une nouvelle structure. Ça ne peut pas être juste comme ça, pardonnez-moi le mot aussi qui n'est pas vraiment français, mais spacey, un peu ce qu'on dit ici en anglais, spacey, new agey, tu sais, où c'est un nouveau possible et puis on verra, mais parce qu'en fait j'ai canalisé ça, donc ça va je pense que c'est aussi la dérive possible, mais je trouve qu'il y a d'autres énergies qui nous demandent au niveau personnel, Vénus, Mars, Mercure, c'est quand même aussi des énergies qui vont parler de comment on est en intégrité avec nos valeurs, nos actions, ce qu'on fait, puisque Saturne régit le Capricorne. Donc, il y a quelque chose, je trouve, d'une déconstruction. Comme tu disais, Sophia, voilà, d'une déconstruction pour préparer la nouvelle graine, mais que cette graine, elle soit dans un terreau qui a été travaillé, qui a été un peu défini, et c'est pas juste n'importe quoi lancé au vent, en fait. Non, et on voit bien qu'avec tout, si on regarde de là, tellement de planètes, en Capricorne, en Verseau, en Poisson, c'est vraiment ces trois signes collectifs qui sont imbibés de toutes ces énergies. C'est fou, quoi, comme quoi on est vraiment en train de... Il se passera forcément des choses, des événements importants au niveau collectif, qui viendront résonner dans nos vies, peut-être à travers les médias, Jupiter. Voilà, mais quelque chose qui viendra ou les grandes décisions politiques des gouvernants, ou la dissolution de certaines frontières, comment les États vont s'agencer entre eux, quels accords ils vont passer, quels accords
Avec Mars-Vénus, il y a toujours, est-ce que ce sera des accords de paix ou des accords de guerre? Enfin... C'est intéressant ce que tu dis là, parce que la nouvelle lune passée, où il y avait Jupiter et Neptune en Poisson, c'était en 1856, la dernière fois que les trois, qu'il y avait une nouvelle lune en Poisson. Et c'était les accords de paix pour alors la guerre de Crimée, et c'était à Paris apparemment, et donc ça mettait fin à cette guerre avec le Empire ottoman, et voilà, on y est quelque part aussi, sans que ce soit exactement la même chose, mais par rapport à ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Donc c'est vrai que cette énergie neptunienne et Poisson ici, et puis on va voir après avec les autres phases, et puis Mercure va entrer en Poisson. Je crois que c'est pour le premier quartier en Gémeaux, à 19 degrés du Gémeaux le 10 mars. Oui. Mercure à 0 degré des Poissons. On va rentrer un peu dans la confusion peut-être aussi, non? Oui, entre ce qui est dit, ce qui est... Pardon, vas-y Thomas, si tu veux. Mercure est pas très à l'aise en Poisson, en tout cas, il doit abandonner peut-être le cadre mental qui est le sien pour s'ouvrir à une vision plus créative, moins linéaire, pour accueillir peut-être toute sa créativité et la subtilité de ses intuitions. Ça, c'est dans le côté lumineux. Et puis peut-être aussi, une certaine nébuleuse. Neptune en Poisson, ça peut être ça. Ça peut être une certaine perte de repères dans une période Mercure floue. en Poisson, tu veux dire? Oui, c'est ce que je viens de dire. Neptune en Poisson, t'as dit. Ah, d'accord. Mercure. Et c'est peut-être parce que tu as vu que le Soleil était conjoint à Neptune. Le Soleil est conjoint à Neptune aussi, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté à nommer dans Mercure en Poisson. À nommer... justement, c'est marrant qu'il y ait ce carré avec une lune en Gémeaux, où le Gémeaux, c'est celui qui nomme, qui explique, ou qui prend l'information. Et puis, après, c'est dans la Vierge qu'il essaie de la classifier, mais où il y a ce besoin d'être assuré par une information extérieure. Et je trouve que le Poisson, la manière dont pour reparler d'information ou de message, ça va nous venir par une synchronicité, par un symbole. On ne va pas du tout appréhender le langage de la même façon. On va pas... quelqu'un qui communique depuis le Poisson, ça va être métaphorique, ça va être poétique, ça va être artistique, ça va être des images, mais ça ne va pas être en effet le Gémeaux qui va donner une explication avec une problématique, un point et articulé. Donc il y a peut-être quelque chose aussi. Alors peut-être au niveau du collectif, ça va être ça, ça va être ceux qui vont se dire, il y a un message qui nous est donné, puis qu'est-ce que ça veut dire, quel est le symbole, et on va essayer de trouver du sens, pas forcément dans ce qui est dit littéralement, je ne sais pas. Et pour nous, ça peut être un moment où peut-être aussi on a du mal, des fois, où on est obligé d'inventer, justement, parce qu'il y a quand même Jupiter, Soleil, Neptune, d'élargir, comme tu disais, Thomas, notre langage, avec un Mercure en Poisson, en intégrant l'intuition, en essayant de communiquer avec l'autre nos pensées d'une manière différente, en abandonnant peut-être dans ce mois du Poisson, ou cette lunaison du Poisson, d'expliquer avec des mots ce que d'habitude on n'arrive pas à expliquer, de nous ouvrir à... C'est peut-être aussi pour ça que l'astrologie actuellement est très en vogue, avec Jupiter, Poisson, Neptune, parce que finalement c'est un langage qui nous permet de dire, mais on utilise des symboles. Oui, et puis il y a le côté, et ça aussi, ça parle du côté souple aussi d'un Mercure en Poisson, le côté transitoire aussi, passer d'une vérité à une autre, peut-être aussi, d'une parole à une autre, d'une réalité à une autre aussi. Oui, voir l'unité derrière, en fait. Le Poisson, il va peut-être... Là où le Gémeaux voit la dualité et nous met face à A et B, c'est vrai que même si Mercure floue, mais il est capable de percevoir B dans A dans B. Enfin, je sais pas, ça paraît peut-être... Mais il voit l'essence de quelque chose qui, au final, si on prend un peu de hauteur... Moi j'imagine souvent le Poisson comme nous permettant de prendre de la hauteur et de nous rappeler ces grandes vérités
de toute façon. Et une des grandes vérités du poisson, c'est qu'il y a un mystère. Donc, en fait, on a beau essayer de s'approcher et de saisir le sens, dès qu'on croit le saisir, il file, en fait. Difficile à comprendre pour notre mentalité premier quartier Gémeaux, qui peut-être c'est ça aussi, c'est, puisque un premier quartier, c'est le moment où on va peut-être lâcher le passé pour entrer définitivement dans quelque chose qui est en train de prendre forme. Mais la forme là, elle peut être pas totalement définie, ou alors d'une autre substance si on n'arrive pas complètement à la saisir, comme tu dis. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut peut-être ne pas faire confiance justement à la rationalité ou à ce que le mental inviterait à faire dans une reproduction du même, mais peut-être voir comment est-ce que notre intuition, peut-être un fil qui nous guide justement dans cette transition. Ce passage, voilà, les synchronicités. On a comme Soleil-Jupiter qui sont toujours conjoints, très très forts en Poisson. Donc oui, moi je dirais se connecter un peu à l'enfant qui joue, qui se laisse aller à son intuition, dans cette énergie assez puère du Gémeaux, et de voir qu'est-ce qui m'appelle, à quel fil invisible je peux me relier, et comme tu dis, être guidé par des synchronicités qui nous relient à la magie de la création, quoi. Je dirais ça comme ça. Oui, et ça me fait penser, je voulais qu'on passe à la pleine lune ou... Alors, ce premier carré, peut-être redire la date, c'est important. Le premier carré, c'est le jeudi 10 mars. Hein. Donc, c'est cette énergie dont on vient de parler entre les Poissons et le Gémeaux. Il se forme à 11h45, et donc, comme tu as dit, Sophia, c'est à 19 degrés. Alors, la pleine lune, elle est en Vierge. Elle se forme le vendredi 18 mars à 8h15. Et elle est à 27 degrés et 40 minutes, Sophia. Oui. Oui. Alors, pleine lune de terre. Là, on rentre dans la terre, en fait. C'est drôle parce qu'on a eu une nouvelle lune. Hein, une nouvelle lune en haut, un premier quartier en air. Là, c'est la terre, et puis après, ça sera la terre encore. Donc là, il va falloir ancrer sûrement quelque chose. En tout cas, c'est une pleine lune. Une pleine lune pas très loin de l'équinoxe de printemps aussi, qui aura lieu le 20 mars, avec le soleil. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'équinoxe aura... Bien sûr, le soleil est à 0 degré du bélier, mais la lune, elle aussi, elle sera à 0 degré du scorpion. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y a là aussi quelque chose. En quinconce. Oui, exact. Donc c'est vrai qu'ici, on a ce sextile entre Mercure, qui gouverne donc cette pleine lune, au sextile de Uranus. Donc, c'est intéressant. On est peut-être à la recherche d'une méthode, d'un sens pratique, d'une organisation. Il y a peut-être une analyse qui doit se faire. Il peut y avoir aussi une certaine nature sceptique dans tout ça. Oui, un scepticisme qui devient peut-être plus fort au moment de cette pleine lune. Mais c'est vrai qu'il y a ce trigone quand même à Pluton de la lune. Peut-être on cherche à faire... lumière, pleine lune, au milieu d'une certaine confusion, parce que je crois que... Oui, bah, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Si c'est un sextile, Mercure est toujours en Poisson. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être que le trigone à Pluton nous amènera à la possibilité d'ancrer quelque chose qui était encore un peu dans l'air, comme ça, au premier quartier en Gémeaux aussi. Oui. Et puis c'est vrai que la Vierge, elle nous exige aussi, face à tant de planètes en Poisson, de comment tout ce qu'on va percevoir au niveau macro, ou ces grandes vérités, ou comment on va le ramener dans le quotidien avec la Lune, qui pourrait aussi représenter l'intégration dans notre corps, dans nos mondes émotionnels, dans notre manière d'être au monde. Mais je trouve que dans la Vierge, il y a cette exigence de se rappeler au petit, là où justement, en plus, c'est intéressant. Alors, pas le bélier, mais on a encore toutes ces planètes, comme on disait, dans les signes du collectif. Et là, il y a la Vierge qui nous rappelle à quelque chose de l'individuel, de comment on intègre tous ces changements du collectif dans notre individualité. Peut-être, moi, l'idée de la Vierge me fait comment on redéfinit nos contours. Hein, ça me fait toujours penser, je ne sais pas pourquoi, la Vierge à un sculpteur qui viendrait un peu polir
son œuvre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière dans cette pleine lune, avec Pluton aussi qui venait de l'ombre. Et une fois qu'on a pu le sortir, un peu comme quelque chose qui serait extrait de la Terre, bon, maintenant, quelle forme on va lui donner et quelle est la forme juste par rapport à mon quotidien. Ça va équilibrer aussi de ne pas se faire happer par ce poisson qui pourrait partir dans des... pas dans des délires, mais dans des grands trucs avec Jupiter amplifié. Puis la Vierge, elle va nous dire, non mais ramène un pas après l'autre dans le petit, et peut-être que c'est dans ce que tu ne voyais pas. L'invisible n'est pas que dans les étoiles, enfin, il est aussi dans les petites choses du quotidien. Je dis ça parce que j'ai du bois sous moi, je me dis, tiens, le bois, il fait aussi des dessins. Enfin, tu vois. Oui, les grandes questions de Jupiter, quoi, qui peuvent devenir encore plus grandes en poisson, et la Vierge qui dit attention, on ramène tout ça à la réalité du moment. Et, voilà. Oui. C'est un moment, cette lunaison, qui peut être quand même très émotionnelle. Je pense à la pleine lune. Il y a quand même quelque chose avec toutes ces énergies très poissons, et puis il y a beaucoup d'eau, un brassage émotionnel très fort depuis la nouvelle lune. Et puis ça peut être un double tranchant avec la Vierge, parce qu'on peut être dans une volonté de maîtrise, justement, c'est-à-dire de ne pas se laisser déborder dans son quotidien, et en même temps ça peut être parfois le quotidien qui déborde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive plus à maîtriser et à contenir, quoi. Donc ça pourrait être ça aussi, parce qu'une pleine lune, c'est toujours un moment de mise en tension des contraires. Donc ça peut être qu'il y a quelque chose qui est né à la pleine lune, qui s'est excité au premier carré, et qui vient déborder à la pleine lune. Et c'est un moment peut-être de purification émotionnelle, un moment un peu, je pense à Strigone, à Pluton, mais il y a quelque chose quand même de libération émotionnelle. Oui. Le petit et le grand. Il y a quelque chose dans les dualités. Le petit, le grand, le mental, le corps, l'intérieur, l'extérieur, le silence, le bruit. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là que... Oui, le chaos, le contrôle aussi, pour reprendre ce que tu disais un peu, Thomas. Les forces chaotiques et la maîtrise. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un carré entre Vénus et Uranus, du Verseau au Taureau, qui sont tous les deux en réception mutuelle. Et voilà, donc je ne sais pas ce que ça... Il y a peut-être de l'imprévu dans l'air. Parce que ça vient mettre en tension, mais ça vient peut-être... Ah oui, un coup de foudre. Un coup de mais foudre. c'est intéressant. On pourrait dire la Vierge qui voulait justement contrôler. C'est peut-être ça le débordement émotionnel. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'interpelle avec ce carré entre Vénus et Uranus. Voilà. Vous vous moquez. Un coup de foudre aussi, c'est en non, Verseau, mais je disais juste que Vénus était sur mon ascendant, donc je me disais, oh non. Ah, d'accord. Un coup de foudre pour des idées, pour une idéologie aussi. Oui, parce qu'une Vénus Verseau, elle peut être très idéologique. Ça peut aussi être des valeurs qui sont en chevauchement, en confrontation. Le dernier quartier se fera dans le signe du Capricorne. Ce sera le vendredi 25 mars 2022 à 6h30 du matin. 4 degrés et 33 minutes. C'est juste après l'équinoxe de printemps dont tu parlais, Sophia, enfin quelques jours après. Et donc, ça vient accentuer, ça vient nous remettre un peu d'énergie Capricorne à un moment où Vénus et Mars s'approchent de Saturne. Ouais, comme si on n'avait déjà pas eu plein de Capricornes ces derniers mois. Là, il y a peut-être le bélier qui va en avoir marre, qui va se dire, votre société, vos structures, malgré tout, malgré la restriction, j'ai envie de continuer à avancer, quoi. Enfin, cet environnement restrictif. Parce que la Lune, ça peut être l'environnement. Donc, l'environnement est restrictif, là où la volonté est en bélier et veut peut-être trancher, quoi. Oui, ou un peu comme le printemps, l'envie que ce soit la lumière qui gagne, enfin symboliquement parlant, tu vois, que ce soit l'élan de vie et l'élan de renouveau et l'élan du printemps, et pas encore le froid restrictif saturnien qui nous ramène encore à l'intérieur ou dans quelque chose de... Et en même temps, Saturne, donc, qui gouverne ce dernier quartier, est conjoint à Mars. Enfin, Mars et Vénus sont conjoints à Saturne.
Ouais. Bah oui, parce que là, on le voit pas. C'est vrai que j'aurais dû enlever peut-être les astéroïdes pour qu'on voit plus. En tout cas, celui-là. Attendez, hop. Comme ça, on voit plus la conjonction. Ce sera plus clair. Voilà. Et c'est vrai que ça me fait toujours penser que peut-être... Enfin, moi, c'est vrai que Saturne avec Vénus ou avec Mars, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est peut-être pas la même chose que beaucoup de monde pense, mais ça me fait penser tout de suite à l'idée d'engagement. Oui. S'engager dans quelque chose, Bah oui. Prendre des choses au sérieux. Moi, je pense que c'est la lumière, justement. C'est beau de le rappeler. Ben oui. Oui, moi, tu vois, c'est un moment, ce sera un moment pour moi d'engagement dans mes activités artistiques. Je serai en pleine répétition, donc il va y avoir à la fois la rigueur saturnienne et l'exaltation d'un Jupiter, Neptune, Mercure. Donc c'est les deux. Et contrairement à ce qu'on peut dire peut-être parfois, le Capricorne peut être aussi très, très créatif, très inspiré. Il peut y avoir vraiment une belle vie intérieure en Capricorne. Donc une lune en Capricorne peut venir aussi énormément nourrir par un féminin, par une douce mélancolie. Oui, moi, je me rappelle d'ici d'une personne qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il y avait, je crois, 6 ans, je lui avais lu le thème. Elle a énormément de Capricorne. Et je lui avais dit, c'est marrant, je vois des motifs géométriques. Et maintenant, c'est quelqu'un qui travaille avec les textiles au Guatemala et qui fait des choses magnifiques et qui est super créative aussi. Mais avec cette géométrie qu'on pourrait retrouver dans le Capricorne, avec cette structure et justement qui redessine des patterns très, très beaux. Oui, l'ordre saturnien qui ressort par la création. Ouais. Il y a peut-être une dimension plus épurée dans la création où tu vas à l'essentiel. Ou je ne sais pas, ce serait intéressant, toi, Sophia, voir les artistes qui ont beaucoup de Capricorne, si ça s'est reflété dans des formes pures, que ce soit au niveau de la couleur, ou c'est plus la géométrie, ou est-ce que c'est les matériaux qui sont utilisés. Ce serait intéressant. Ça peut être aussi un moment où on temporise un peu cette énergie printanière bélier par de l'engagement, par de la rigueur, par une invitation à la patience, voir les contraintes et les empêchements éventuels d'un dernier quartier comme des résistances qui permettent de se surpasser, d'aller plus loin. C'est peut-être la résistance qui permet à la jeune fleur de pousser et de jaillir, quoi. J'aime bien cette idée aussi, ouais. Oui, comme si on ne pouvait pas aller dans ce bélier tout fou, mais on gardait quand même cette qualité de la spontanéité, mais on va dire c'est une innocence qui a une forme de maîtrise, donc ça va aider aussi à manifester les choses. Ça ne va pas être juste ce jet qui jaillit pour jaillir, et puis après qu'on a marre et qui passe à autre chose, quoi, qui est un peu l'ombre du bélier. Ouais. J'ai l'impression que d'une manière générale, cette lunaison poisson, elle nous emmène vraiment à être à l'écoute de ce qui nous agit, d'ouvrir un espace en soi pour contacter des visions nouvelles, pour faire ce passage d'une année astrologique à l'autre, traverser un seuil aussi. Je pense à la nouvelle lune avec Mercure qui passe à travers Saturne. Il y a comme un seuil à franchir et vraiment venir s'abreuver à notre source intérieure pour que des nouvelles visions, de la créativité puissent naître à ce contact-là. Et en ce sens-là, les épreuves ou les résistances de la vie ou ce qui nous vient comme contrainte du collectif peut-être source peut-être fertile aussi par rapport à tout ça. Le réenchantement du poisson, quelque part. Oui, bah moi, je me suis dit, tu vois, quand j'ai pensé à la nouvelle lune, je me suis dit, bah voilà, c'est un moment pour se lever dans une alcôve douillette et pour écouter une musique qui parle à notre cœur. Et je trouve que les poissons invitent à ça, au silence, quand il n'y a plus de mots pour se dire, pour nous-mêmes aujourd'hui, on est un peu dénués de mots. Et quand viennent les poissons, il y a quelque chose qui nous dépasse tous individuellement et collectivement. Oui, c'est vrai. Oui, où les mots ne semblent jamais assez, semblent jamais refléter exactement ce qu'on voudrait dire. On veut donner forme à l'ineffable, mais comment? C'est beau, j'aime bien ce mot.
Pour finir cet épisode, on va tirer une carte peut-être. Sophia, tu nous proposes une carte du Viking? Du Tao. Ah, du Tao. Oui, j'aime bien cet oracle. Ah, c'est drôle. La communauté, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Très poisson. Et oui, Uranus et Verseau. Oui. J'ai l'impression que cette lunaison, on ne fera pas seul, quoi. On va faire avec les autres, avec le collectif, avec ce qui nous fait qu'on est communauté en tant qu'humanité, quoi, aussi. Et peut-être dans les initiatives qui sont les nôtres individuellement, mais toujours au contact des autres, quoi. Vraiment. Oui, avec une forme de compassion aussi. Le poisson, c'est aussi un signe de cette compassion où on arrive à se reconnaître dans l'autre, au risque de fusionner et de ne pas discerner. C'est pour ça qu'il y a la Vierge, mais c'est aussi un signe qui nous permet de nous rappeler ce lien qui nous unit tous, quoi. Et puis, souvent, avec poisson et certains transits en poisson aussi, quand on oublie qu'on est tous quelque part reliés, l'énergie des poissons nous rappelle à ça, souvent par des choses pas très agréables, mais qui vont réunifier les personnes et donc nous rappeler de ce principe de compassion et d'empathie, quoi. Oui, bah, c'est le drame, quoi. Les drames de nos vies nous permettent de nous relier, de nous réunir. Comme les larmes sont fertiles, elles ouvrent les cœurs. Quelque chose comme ça dans cette énergie des poissons. Oui, d'ailleurs, je crois que je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus hier, que la constellation du poisson, c'était en fait Aphrodite et Eros qui, pour échapper au monstre Typhon, se sont en fait transformés en poissons qui ont été liés tous les deux pour pouvoir toujours naviguer ensemble et fuir le danger. C'est marrant. Ouais, c'est bien. L'évasion du poisson, quelque part. Aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos commentaires, à nous dire comment vous avez traversé ces énergies du mois de février et comment est-ce que vous abordez cette lunaison. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt, Caro. À bientôt, Sophia. Au revoir. Au revoir.